Nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? J'avais peur. Il nous veut, allons-y. En 1980, alors que les relations entre États-Unis et URSS s'enveniment, une base de l'OTAN sous commandement américain en Angleterre est en état d'alerte. Jim Penniston et John Burroughs, deux aviateurs de l'US Air Force, patrouillent dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk. J'étais aviateur chargé de la sécurité. J'assurais la sécurité à la base de la Royal Air Force de Woodbridge pendant une période tendue de la guerre froide. Mes collègues ont appelé à la radio et à leur voix, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il fallait vérifier qu'un portail était bien fermé. Le radar avait signalé un objectif non identifié, environ un quart d'heure plus tôt. De toute évidence, c'était un avion qui s'était écrasé. C'était l'explication la plus logique. Donc on est allé voir sur place à un endroit où il y avait de la lumière dans les bois. On avait l'impression que la forêt luisait en blanc. J'ai même dit que ça ressemblait à une décoration de Noël avec les lumières qui clignotaient. Mais quand on est arrivé à la lisière, tout a changé. Ça n'était pas un avion. Il n'y avait rien. Pas d'odeur de carburant en train de brûler, pas de bruit, pas d'incendie. Et bizarrement, la radio ne fonctionnait plus. Quelque chose a poussé un cri perçant, de surprise ou d'énervement. Jusqu'à ce moment-là, on avait cru à un accident d'avion. Mais il s'avérait que c'était un problème de sécurité. Plein d'animaux s'enfuyaient. C'était très bizarre. Je me suis dit qu'on était dans le pétrin. Je n'avais jamais été confronté à une situation pareille. Et j'avais peur. Il y a eu un éclair lumineux, aveuglant. Quand je me suis relevé, j'ai vu un engin de forme triangulaire à une 8aine de mètres devant moi. J'étais vraiment perplexe. En m'approchant, j'ai senti de l'électricité parcourir mes vêtements, ma peau, mes cheveux. On aurait dit du verre noir très brillant. Et le revêtement de l'engin était traversé de couleurs. Des petites boules bleues et oranges. Je cherchais l'habitacle, les entrées d'air, les échappements. L'engin n'était pas aérodynamique, il n'avait pas de volet. En fait, il n'avait aucun des équipements qui permettent normalement à un avion de voler. En marchant à côté, je l'ai mesuré. Il faisait environ 2,70 m et à peu près 2 mètres de haut. Quand j'ai commencé à faire le tour, j'ai repéré une espèce d'écriture. Je me suis dit,
Super, il va y avoir inscrit US Air Force ou NASA. Mais à ma grande déception, ça ressemblait plutôt à des caractères, des pictogrammes. J'étais en plein mystère. Ces caractères s'étalaient sur 1 mètre et ils mesuraient 12 à 15 cm de haut. J'ai passé la main dessus et ça ressemblait à du papier de verre tellement c'était rugueux. Au-dessus, il y avait un cercle avec un triangle à l'intérieur et je l'ai touché aussi. Je ne voyais plus que cette lumière blanche. Son intensité s'est maintenue le temps du contact. Et en un clin d'œil, l'engin est parti. Mais il n'y a eu ni déplacement d'air, ni bruit, et un avion ne peut pas voler comme ça. D'où sortait une technologie pareille? J'étais abasourdi. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Là-haut, il est là-haut. Il a foncé au-dessus des arbres. On l'a suivi en pensant qu'il allait se poser plus loin. Mais dès qu'on avait l'impression de s'approcher, il s'éloignait. On ne savait pas ce que c'était. Patrouille 1 au rapport. Reçu. On rentre à pied. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est parti vers la côte. On était vraiment stupéfaits. John et moi, on s'est demandé comment expliquer ça aux autres. Comment leur raconter tout ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que tu dessines? Ce qu'on a vu. J'ai pas vu ça. Quoi? Tu étais là pourtant. C'était pas ça. À partir du moment où on est tombé par terre, les souvenirs de Jim et les miens ne sont plus les mêmes. J'ai vu un objet rouge et ovale qui ressemblait à un soleil. Il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où je suis tombé et celui où l'objet est reparti. Mais je n'ai pas vu Jim en faire le tour. Je ne peux pas donner d'explication rationnelle à ce que j'ai vu. En retournant à la tour d'Eastgate, on n'a rien dit. Rien. À quelle heure? Moins le quart. En arrivant, on a eu l'impression d'avoir été en patrouille pendant seulement 45 à 50 minutes, alors que ça faisait presque 2h30. J'ai essayé de me convaincre que cet écart était dû à l'adrénaline, mais sans succès. On voulait inspecter le périmètre pour y voir plus clair. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Combien? 2,70. Je voulais savoir. Témoins d'un phénomène étrange en forêt de Rendlesham, Jim Penniston et John Burroughs souffrent d'un décalage temporel. Et leurs souvenirs ne coïncident pas. J'ignorais ce que c'était. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil auparavant.
Après avoir fait notre rapport, on est retourné sur place en plein jour. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Mais il fallait trouver des preuves, des éléments concrets permettant de dire que c'était bien arrivé. Combien? 2,70. Il y avait 3 traces qui formaient un triangle équilatéral. C'était la zone d'atterrissage. Les branches cassées au sol et le feuillage abîmé en hauteur abondaient dans notre sens. On se demandait quel matériel, militaire ou autre, avait pu faire tout ça. On s'entraînait sans arrêt à reconnaître les avions, ceux des Soviétiques, du pacte de Varsovie ou des Chinois, pour pouvoir les identifier instantanément grâce à leur silhouette. Mais ce qu'on avait vu ne correspondait à aucun des aéronefs qu'on m'avait montrés. Là-haut! Il est là-haut! Je ne sais pas ce qu'on a vu, mais aucun avion militaire n'aurait pu faire la même chose. Nick Pope a été ufologue auprès du ministère britannique de la Défense. Décembre 1980 a été marqué par des tensions internationales inouïes. Parce que l'URSS et les forces du pacte de Varsovie se montraient menaçantes. J'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un aéronef soviétique, un avion espion ou un drone, et que les symboles étranges que Jim Penniston avait vus étaient peut-être en cyrillique. Je savais que ça n'était pas un avion soviétique. Les caractères étaient déroutants. Ils m'étaient totalement inconnus. Ce qui y ressemblait le plus, c'était peut-être les caractères égyptiens. Peut-être. Il y a longtemps que l'armée américaine utilise des aéronefs ultra secrets à la forme parfois surprenante, comme l'explique Scott Miller, professeur d'ingénierie aérospatiale. Beaucoup d'appareils furtifs font la forme d'une aile delta. C'est très fréquent. Et leurs feux sont généralement placés aux extrémités de l'avion, ce qui peut lui donner une allure très étrange. Et l'utilisation de moyens permettant de diminuer la signature radar a commencé pendant la guerre froide. Le U-2 a subi plusieurs transformations pour devenir plus furtif. Le SR-71 Blackbird existait dans une version baptisée A-12, mise à la disposition de la CIA, qui avait une peinture très sombre. Sa signature radar et infrarouge était nettement réduite, et il a dû faire une drôle d'impression à ceux qui l'ont vu de nuit. Sauf que ce truc ne s'est pas comporté comme un avion. Pas de bruit de moteur. Pas de bruit du tout. Un avion ne peut pas voler comme ça. C'était une technologie très en pointe, bien au-delà de ce qu'on pouvait fabriquer. Je me suis couché, mais je n'arrivais pas à dormir. Impossible de me sortir ces 1 et ces 0 de la tête. Dès que je fermais les yeux, je les voyais. Du coup, je me suis levé, j'ai pris le calepin que j'avais avec moi cette nuit-là et j'ai commencé à le feuilleter. Comme je voyais toujours des 0 et des 1, je me suis dit que je pouvais les noter. Et plus j'écrivais, mieux je me sentais. Mais je n'osais en parler à personne. Franchement, est-ce que je pouvais parler de ces chiffres à mes supérieurs? Ils auraient cru que j'avais disjoncté, et ça aurait mis fin à ma carrière. Donc j'ai rangé le calepin. Si Jim Penniston essaie d'oublier ces événements, John Burroughs, lui, tente d'en savoir plus. Plus tard, il retourne dans la forêt de Rendlesham avec d'autres aviateurs commandés par le colonel Charles Holt.
Ça bougeait près de Woodbridge. Le soldat de garde a vu des lumières étranges dans les bois. Et le colonel Holt a été désigné pour conduire un groupe de gars chargés de tirer l'affaire au clair. Le colonel était le second du commandant de la base où se trouvait le 81e escadron de chasse tactique, le numéro 2 de la base. Je voulais savoir si c'était revenu, de quoi il s'agissait. Et je cherchais une explication rationnelle. Le colonel Holt avait un petit magnétophone. Et il a enregistré les descriptions de ce qu'il voyait. On dirait qu'il palpite. Il y avait des lumières bizarres, dont 2 qui volaient en faisant une sorte de quadrillage. Tout à coup, devant nous, on a vu une lumière bleue transparente s'approcher à toute vitesse. Après, un objet blanc est apparu au-dessus. Il est descendu et il a attendu non loin. J'ai demandé la permission de m'approcher pour mieux voir. Ouais, vous aussi. Au fur et à mesure qu'on avançait, la chose semblait s'approcher. Le sergent Bastenza était à ma droite, mais il est tombé. Il m'a vu entrer dans la lumière et disparaître. Il a vu la lumière exploser et je suis resté introuvable pendant plusieurs minutes. Aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que la chose a disparu. John? Il voulait savoir. C'était quoi? John? Selon le sergent Peniston, à un moment donné, la lumière blanche avait explosé. Et Bastenza a décrit la même chose. Après l'incident, il s'est passé quelque chose dans la nuit du samedi au dimanche. Quelques jours plus tard, John et moi, on a été convoqués au bureau du colonel Holt pour écouter la bande. Il bouge très vite. C'était une description des événements en temps réel. Je crois que Holt essayait de nous rassurer. Il confirmait qu'on n'avait pas rêvé, que ça recommençait. Et ça m'a soulagé parce que ça voulait dire que ça ne reposait plus seulement sur John et moi. D'autres soldats de l'US Air Force pouvaient confirmer cette deuxième apparition. L'OSI, le bureau des enquêtes spéciales de l'Air Force, contacte les 2 hommes qui tentent toujours d'élucider le mystère. J'ai été convoqué par l'OSI. De toute évidence, les gens chargés de cette affaire n'appréciaient pas nos initiatives. Et ils pouvaient mettre leurs menaces à exécution si on persévérait dans cette voie. J'ai pas écrit ça. Rien ne devait filtrer. Où est le reste? Fin 1980, Jim Peniston et John Burroughs observent un engin étrange dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre. Plus tard, John Burroughs et d'autres soldats sont témoins d'un événement similaire. Tandis que Jim Peniston, qui craint pour son avenir professionnel, essaie d'oublier. J'étais très inquiet à l'idée qu'une enquête s'intéresse plus en profondeur à ce qui s'était passé. J'ai été convoqué par l'OSI. On a pris ma déposition et on m'a expliqué très clairement qu'il fallait que j'indique tout ce qui était arrivé dans les moindres détails. J'étais intimidé. Ces gens-là ne rigolaient pas. Soit je collaborais avec eux et je leur racontais tout, soit je pouvais faire une croix sur ma carrière. Je leur ai demandé si ça allait me coûter mon boulot.
Et ils m'ont répondu que non, qu'ils voulaient simplement que j'explique ce qui s'était passé et que tout serait fini. Ça m'allait très bien. J'ai rédigé un rapport manuscrit de 4 pages où je parlais de l'éclair lumineux, du contact physique avec l'engin. Mais Jim Penniston se voit alors offrir un marché auquel il ne s'attend pas. Une vingtaine de minutes après, ils sont revenus. Il y avait un quart de page dactylographié, à peine plus, que j'ai lu 2 ou 3 fois. Le texte avait été expurgé. Il était très neutre. Et on m'a dit, voici la version officielle que vous donnerez si on vous pose des questions. J'ai pas écrit ça. Où est le reste? J'ai pensé à notre code de conduite qui prévoit qu'on ne doit pas faire de fausses déclarations. Ça ne me plaisait pas. Pas du tout même. Mais l'OSI a les moyens d'intervenir en marge de la hiérarchie classique. Ça lui est tout à fait possible. Je n'aimais pas ça, mais un ordre est un ordre. C'était troublant. Je n'étais pas un criminel de guerre. Pourtant, on me traitait comme tel, ou comme un espion qui s'était fait pincer. Le gouvernement a dû comprendre que c'était important, et il ne voulait pas que ça se sache. Il y avait plusieurs bonnes raisons de taire cette affaire. Aucun gouvernement n'est prêt à reconnaître que son système sophistiqué de défense aérienne est en fait inefficace, ni qu'il fait face à une technologie contre laquelle il est tout bonnement impossible de se protéger. L'incident reste donc un secret bien gardé. Il ne vaut mieux pas réveiller le chat qui dort. Dont acte. J'ai quitté la base après 2 ans de service, en juillet 81. Et j'ai fait de mon mieux pour oublier l'incident. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. J'étais malade. Le contact a eu des conséquences physiques. Je me suis mis à avoir des vertiges, des problèmes d'équilibre dus à l'oreille interne. Et 3 ans après l'incident, j'ai commencé à souffrir d'une pathologie cardiaque très rare. Après mon départ de Bentwaters, les problèmes se sont multipliés. Et les médecins ont fini par me diagnostiquer un souffle au cœur sans pouvoir m'expliquer d'où il venait. On en a appris plus grâce aux documents britanniques. Le gouvernement britannique est en train de déclassifier toutes ses archives concernant les ovnis. D'après ce document, le colonel Holt et ses hommes sont retournés enquêter dans la forêt de Rendlesham. Le colonel Holt a mesuré le niveau de radiation et il l'a indiqué dans son rapport officiel, rapport qui a été envoyé au ministère de la Défense. Faites une mesure. Dans le groupe, il y avait un sous-officier spécialisé dans la préparation aux catastrophes, équipé d'un compteur Geiger. Et il a mesuré le niveau de radiation de la zone d'atterrissage et des alentours. C'est étrange. La mesure la plus élevée a été enregistrée au niveau des 3 traces découvertes en forêt. Les services de renseignement de la Défense ont évalué que leur niveau de radiation était nettement plus haut que celui des alentours.
À mon avis, mes vertiges étaient dus aux radiations. D'autant plus que le personnel médical m'avait justement demandé si j'avais été irradié. Pour moi, c'était un dilemme. Comme je n'étais pas censé parler de l'incident, est-ce que je devais mentionner cette irradiation ou est-ce qu'il fallait que je mente au médecin et que je dise que je n'avais jamais été irradié? J'ai obéi à mes ordres et j'ai dit que non. Je n'avais jamais été irradié, alors que je savais que c'était faux. Quand je suis entré dans l'US Air Force, les tests ont indiqué que j'étais en bonne santé. Quand j'en suis sorti en 1988, l'examen médical a montré que je souffrais de plusieurs problèmes cardiaques. Rien ne les explique, mais ils sont apparus juste après l'incident. Jim Penniston et John Burroughs sont de plus en plus malades. Et leur hiérarchie ne peut pas, ou ne souhaite pas, expliquer pourquoi. Les deux hommes se décident donc à trouver des réponses par leurs propres moyens. J'ai été hypnotisé en Californie. Le praticien a fait du très bon travail en me laissant parler. La séance a duré 2 à 3 heures et elle a permis d'avoir un compte-rendu détaillé de l'incident, du début à la fin. Bien sûr, on approche doucement. On dirait un objet, mais il paraît entièrement lumineux. Il nous appelle. Il nous dit de le traverser. On le sent. L'hypnose a montré que j'avais été en contact avec quelque chose. Il faut s'approcher. Il faut savoir ce qu'il veut. C'est évident que j'ai été attiré par l'objet. Il nous veut. Il nous veut. Allons-y. J'ai dû être aspiré. J'étais sûrement à l'intérieur de l'objet quand le sergent Penniston en a fait le tour. Ça expliquerait pourquoi je ne me souviens pas l'avoir vu faire ces mesures. D'autres séances portent sur ce qui lui est arrivé lors du deuxième incident. Celui en présence du colonel Holt. Ça, c'est pas naturel. On a plus de détails sur la deuxième nuit. Les lumières sont revenues. Je savais qu'elles seraient là. Elles sont bizarres. Elles sont en stationnaire au-dessus. On est en contact télépathique. L'objet voulait que je sois là. Je peux jeter un œil? Oui, vous aussi. Qu'y a-t-il? Je suis dans un truc. Dans quoi? Je sais pas. Mon esprit est dedans. Je crois que je suis entré, que j'étais à l'intérieur. Qu'y a-t-il? Ils sont 20. 20 quoi? 20 grains de lumière bleue. Je parle avec quelque chose qui vient d'ailleurs. Ils approchent. C'est de plus en plus grand. On dirait un objet blanc, laiteux. Il monte, il descend, plus large, plus petit. On dirait qu'il y a un œil. Ça s'ouvre. Il y a quelque chose dedans? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été en contact avec quelque chose d'intelligent.
Spécialiste en astrobiologie, Mark Schneegert s'intéresse à la recherche de formes de vie extraterrestres intelligentes. Il est possible que la vie soit apparue ailleurs dans le système solaire ou la galaxie et qu'elle soit arrivée accidentellement ou volontairement sur Terre. Des extraterrestres intelligents pourraient être très différents de nous. Ils pourraient n'avoir ni mains ni yeux, se déplacer et s'exprimer différemment de nous. Ils utiliseraient leur intelligence de façon différente pour s'adapter, pour survivre. Mais nous avons le plus grand mal à les imaginer et à les chercher, parce que nous n'en avons pas encore rencontré. Je n'avais jamais vu d'OVNI, donc je ne savais pas si ça existait ou non. Comme John Burroughs, Jim Penniston reste obsédé par les événements de décembre 1980. Avant cette nuit, les ovnis et les extraterrestres, pour moi, ça n'existait pas. On était seuls et peinards dans l'univers. Mais tout a changé dans les bois. Je dormais 2-3 heures par nuit. Et on m'a suggéré de m'adresser à une psychiatre pour régler ce problème de sommeil. Une séance d'hypnose a révélé qu'il y avait un blanc qui correspondait à la période passée en forêt. La praticienne n'arrive pas à aller au-delà du moment où Jim Penniston touche l'engin. Impossible de me souvenir. D'après elle, c'était un traumatisme. Que se passe-t-il? J'ignore ce que c'est. Je passais à l'interrogatoire de l'OSI sans savoir ce qui était arrivé entre-temps. La lumière? L'engin? Non. Je suis à l'OSI. Elle m'a dit qu'un verrou mémoriel m'empêchait de me souvenir de ce qui s'était passé. Pour elle, c'était une première. Je me rappelle seulement de ma première déposition à l'OSI. Je ne dois pas en parler. De quoi? Sous hypnose, j'ai dit que j'avais subi plusieurs interrogatoires à l'OSI. On vous a fait quelque chose? Oui. Une piqûre. On m'a fait une injection de thiopental. Où vous a-t-on piqué? Ici, dans le bras. Sergent, je vous ai dit. On peut continuer jour et nuit. Jim Penniston. Pourquoi traiter comme ça un membre des forces de sécurité? Dans ce contexte, cette substance peut servir deux objectifs. Obtenir la vérité ou la dissimuler. Les citoyens américains et britanniques auraient été horrifiés d'apprendre qu'un aéronef avait traversé avec autant de facilité un rideau défensif aérien aussi complexe et soi-disant aussi efficace. Donc tout le monde avait une bonne raison d'étouffer cette affaire. Je veux partir. Mais les séances répétées finissent par faire sauter le verrou mémoriel. Je vois l'engin. Des années après être tombé nez à nez avec un engin étrange, Jim Penniston suit une hypnothérapie qui se heurte à un verrou mémoriel. Mais les séances feront finalement apparaître qu'il a subi un deuxième interrogatoire, plus musclé, aux mains de l'OSI. Je ne me souvenais pas qu'il m'était arrivé une chose pareille à l'OSI. L'OSI veut en savoir plus sur la nuit du 25 décembre 1980.
La seule chose dont je ne pouvais pas me rappeler, c'était les 45 minutes passées en forêt. Sous hypnose, je passais directement à l'arrivée à la tour d'Eastgate. On dirait une écriture, mais illisible. Il faut que je la touche. À ce moment-là, que se passe-t-il? Je vois l'engin. Une lumière blanche. Ça m'est revenu. D'abord des petits bouts, puis des plus gros, et finalement l'histoire complète. Ils ont pour mission de prendre contact avec nous. Ils voyagent dans le temps. Ils sont nous. De quelle époque? Du futur. Quand je me suis entendu en visionnant le film, j'ai cru que c'était un autre qui parlait. Je n'en revenais pas parce que ce genre de choses me semblait inconcevable. Pour moi, Le Voyage dans le temps, c'était un film sorti en 1960 intitulé « La machine à explorer le temps », d'après H.G. Wells. Voyager dans le temps relève-t-il seulement de la science-fiction? Ronald Mallett a consacré sa carrière à l'étude d'une théorie qui fait polémique. Normalement, le temps s'écoule de manière linéaire. Passé, présent, puis avenir. Mais d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps peut être modifié par la gravitation. Plus la gravitation est forte, plus le temps ralentit. On peut considérer les trous noirs comme des machines naturelles permettant de voyager dans le temps parce qu'ils provoquent une torsion phénoménale de l'espace et donc du temps. Plus on approche d'un trou noir, plus la gravitation augmente, donc plus le temps ralentit. Par conséquent, au bord d'un trou noir, le temps est presque à l'arrêt. Si je tords le temps pour obtenir une boucle, je peux aller du passé au présent ou au futur à l'aide de la lumière. En se déplaçant, cette dernière déforme l'espace, ce qui entraîne une déformation du temps. Mais il est impossible de remonter au-delà du moment de la création de l'appareil qui permet de le faire, parce que c'est lui qui crée l'effet recherché. Je ne pensais pas qu'il était possible de voyager dans le temps. Mais je commence à me demander si c'est la seule explication. Sous hypnose, Jim Penniston exhume un autre souvenir. La lumière était constante, puis tout est devenu blanc. Je ne voyais plus que des 1 et des 0 qui sortaient. C'était dingue. Un code binaire. C'est sous hypnose que j'ai entendu ce mot pour la première fois. Quand on m'a posé la question « Qu'est-ce que vous voyez ?», j'ai répondu « Un code binaire ». Alexander Furworn est professeur d'informatique. Le binaire est un système qui permet de coder un langage. Les langues que nous parlons sont une sorte de code. On encode des idées sous la forme d'une langue. Le binaire permet de faire la même chose, mais d'une manière différente. On l'utilise fréquemment pour crypter des messages secrets. Au début des années 80, ce code n'était pas très connu. On commençait seulement à l'utiliser de façon commerciale sur le marché américain.
Quelque chose me dit qu'en 1980, Jim Penniston n'aurait sûrement pas été capable d'écrire en code binaire. Ce n'est ni un mathématicien, ni un cryptographe. Il ne connaît pas ce code. J'ai gardé le calepin. J'ai toujours été persuadé que ces chiffres avaient un sens. Et j'ai demandé à une entreprise de les analyser. Le problème du binaire, c'est que si on n'a pas la clé pour le décoder, on peut interpréter les 0 et les 1 de nombreuses façons. Si une seule personne les interprète, elle exprime son avis. Mais si 3 personnes qui ne se connaissent pas en donnent la même interprétation, et si ce message a du sens, alors c'est bien un code. J'ai envoyé le calepin à un expert en Australie et à un autre sur la côte est des États-Unis. Ils l'ont déchiffré chacun de leur côté. Et ils sont arrivés au même résultat. Surprise, c'était un message. Ils sont en voyage de découverte de l'humanité, d'après le code. Et d'autres analyses des 0 et des 1 donnent un résultat encore plus surprenant. Il y a 7 emplacements géographiques. On peut tout à fait exprimer la longitude et la latitude avec un code binaire. D'ailleurs, le GPS nous dit où on est grâce à un code binaire. Les 7 emplacements sont répartis tout autour du monde. Il y a un endroit dans le sud-ouest des États-Unis, Sedona, un autre en Amérique centrale, près de Belize, un autre en Amérique du Sud, près des géoglyphes de Nazca, un en Grèce, un en Égypte, un dans les montagnes de Chine, et High Brazil, à l'ouest de la Grande-Bretagne. Ces lieux présentent une forte activité électromagnétique naturelle. Ces champs électromagnétiques pourraient être des points de passage vers d'autres dimensions. Dans ces endroits, il y a des représentations qui montrent des rencontres avec des choses venues de l'espace. Jim Penniston et John Burroughs sont convaincus d'être entrés en contact avec des voyageurs temporels venus du futur, en forêt de Rendlesham. Mais l'armée de l'air américaine continue de démentir. Je pense que l'armée a conscience que l'incident de cette nuit-là était bien un phénomène de ce genre. La version officielle de l'US Air Force, c'est qu'il ne s'est rien passé dans les bases de Bentwaters et Woodbridge à ces dates-là. Je n'exclus pas la possibilité d'un phénomène extraterrestre. Mais je n'ai connaissance d'aucune preuve irréfutable en ce sens. Pour ma part, l'incident reste inexpliqué. Quand j'ai rencontré Jim et John, j'ai vu dans leurs yeux que cette histoire les hantait. Quand on a discuté de cet incident, au ton de leur voix, j'ai senti qu'ils étaient toujours tourmentés. Plus on approche de la réponse, mieux c'est. Je veux, pour tourner la page, comprendre sur quoi on est tombé en décembre 1980. Quand on connaîtra enfin la réponse, notre participation à cet incident prendra fin. C'est tout. À travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement, nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? J'avais peur. Il nous veut, allons-y. En 1980, alors que les relations entre États-Unis et URSS s'enveniment, une base de l'OTAN sous commandement américain en Angleterre est en état d'alerte.
Jim Penniston et John Burroughs, 2 aviateurs de l'US Air Force, patrouillent dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk. J'étais aviateur chargé de la sécurité. J'assurais la sécurité à la base de la Royal Air Force de Woodbridge pendant une période tendue de la guerre froide. Mes collègues ont appelé à la radio et à leur voix, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il fallait vérifier qu'un portail était bien fermé. Le radar avait signalé un objectif non identifié, environ un quart d'heure plus tôt. De toute évidence, c'était un avion qui s'était écrasé. C'était l'explication la plus logique. Donc on est allé voir sur place à un endroit où il y avait de la lumière dans les bois. On avait l'impression que la forêt luisait en blanc. J'ai même dit que ça ressemblait à une décoration de Noël avec les lumières qui clignotaient. Mais quand on est arrivé à la lisière, tout a changé. Ça n'était pas un avion. Il n'y avait rien. Pas d'odeur de carburant en train de brûler, pas de bruit, pas d'incendie. Et bizarrement, la radio ne fonctionnait plus. Quelque chose a poussé un cri perçant, de surprise ou d'énervement. Jusqu'à ce moment-là, on avait cru à un accident d'avion. Mais il s'avérait que c'était un problème de sécurité. Plein d'animaux s'enfuyaient. C'était très bizarre. Je me suis dit qu'on était dans le pétrin. Je n'avais jamais été confronté à une situation pareille. Et j'avais peur. Il y a eu un éclair lumineux, aveuglant. Quand je me suis relevé, j'ai vu un engin de forme triangulaire à une 8aine de mètres devant moi. J'étais vraiment perplexe. En m'approchant, j'ai senti de l'électricité parcourir mes vêtements, ma peau, mes cheveux. On aurait dit du verre noir très brillant. Et le revêtement de l'engin était traversé de couleurs. Des petites boules bleues et oranges. Je cherchais l'habitacle, les entrées d'air, les échappements. L'engin n'était pas aérodynamique, il n'avait pas de volet. En fait, il n'avait aucun des équipements qui permettent normalement à un avion de voler. En marchant à côté, je l'ai mesuré. Il faisait environ 2,70 m et à peu près 2 mètres de haut. Quand j'ai commencé à faire le tour, j'ai repéré une espèce d'écriture. Je me suis dit, super, il va y avoir inscrit US Air Force ou NASA. Mais à ma grande déception, ça ressemblait plutôt à des caractères, des pictogrammes. J'étais en plein mystère. Ces caractères s'étalaient sur 1 mètre et ils mesuraient 12 à 15 cm de haut. J'ai passé la main dessus et ça ressemblait à du papier de verre tellement c'était rugueux. Au-dessus, il y avait un cercle avec un triangle à l'intérieur et je l'ai touché aussi. Je ne voyais plus que cette lumière blanche. Son intensité s'est maintenue le temps du contact.
Et en un clin d'œil, l'engin est parti. Mais il n'y a eu ni déplacement d'air, ni bruit, et un avion ne peut pas voler comme ça. D'où sortait une technologie pareille? J'étais abasourdi. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Là-haut, il est là-haut. Il a foncé au-dessus des arbres. On l'a suivi en pensant qu'il allait se poser plus loin. Mais dès qu'on avait l'impression de s'approcher, il s'éloignait. On ne savait pas ce que c'était. Patrouille 1 au rapport. Reçu. On rentre à pied. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est parti vers la côte. On était vraiment stupéfaits. John et moi, on s'est demandé comment expliquer ça aux autres. Comment leur raconter tout ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que tu dessines? Ce qu'on a vu. J'ai pas vu ça. Quoi? Tu étais là pourtant. C'était pas ça. À partir du moment où on est tombé par terre, les souvenirs de Jim et les miens ne sont plus les mêmes. J'ai vu un objet rouge et ovale qui ressemblait à un soleil. Il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où je suis tombé et celui où l'objet est reparti. Mais je n'ai pas vu Jim en faire le tour. Je ne peux pas donner d'explication rationnelle à ce que j'ai vu. En retournant à la tour d'Eastgate, on n'a rien dit. Rien. À quelle heure? Moi le quart. En arrivant, on a eu l'impression d'avoir été en patrouille pendant seulement 45 à 50 minutes, alors que ça faisait presque 2h30. J'ai essayé de me convaincre que cet écart était dû à l'adrénaline, mais sans succès. On voulait inspecter le périmètre pour y voir plus clair. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Combien? 2,70. Je voulais savoir. Témoins d'un phénomène étrange en forêt de Rendlesham, Jim Penniston et John Burroughs souffrent d'un décalage temporel et leurs souvenirs ne coïncident pas. J'ignorais ce que c'était. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil auparavant. Après avoir fait notre rapport, on est retourné sur place en plein jour. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Mais il fallait trouver des preuves, des éléments concrets permettant de dire que c'était bien arrivé. Combien? 2,70. Il y avait 3 traces qui formaient un triangle équilatéral. C'était la zone d'atterrissage. Les branches cassées au sol et le feuillage abîmé en hauteur abondaient dans notre sens.
On se demandait quel matériel, militaire ou autre, avait pu faire tout ça. On s'entraînait sans arrêt à reconnaître les avions, ceux des Soviétiques, du pacte de Varsovie ou des Chinois, pour pouvoir les identifier instantanément grâce à leur silhouette. Mais ce qu'on avait vu ne correspondait à aucun des aéronefs qu'on m'avait montrés. Là-haut! Il est là-haut! Je ne sais pas ce qu'on a vu, mais aucun avion militaire n'aurait pu faire la même chose. Nick Pope a été ufologue auprès du ministère britannique de la Défense. Décembre 1980 a été marqué par des tensions internationales inouïes. Parce que l'URSS et les forces du pacte de Varsovie se montraient menaçantes. J'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un aéronef soviétique, un avion espion ou un drone, et que les symboles étranges que Jim Penniston avait vus étaient peut-être en cyrillique. Je savais que ça n'était pas un avion soviétique. Les caractères étaient déroutants. Ils m'étaient totalement inconnus. Ce qui y ressemblait le plus, c'était peut-être les caractères égyptiens. Peut-être. Il y a longtemps que l'armée américaine utilise des aéronefs ultra secrets à la forme parfois surprenante, comme l'explique Scott Miller, professeur d'ingénierie aérospatiale. Beaucoup d'appareils furtifs ont la forme d'une aile delta. C'est très fréquent. Et leurs feux sont généralement placés aux extrémités de l'avion, ce qui peut lui donner une allure très étrange. Et l'utilisation de moyens permettant de diminuer la signature radar a commencé pendant la guerre froide. Nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? J'avais peur. Il nous veut, allons-y. En 1980, alors que les relations entre États-Unis et URSS s'enveniment, une base de l'OTAN sous commandement américain en Angleterre est en état d'alerte. Jim Penniston et John Burroughs, deux aviateurs de l'US Air Force, patrouillent dans la forêt de Rendlesham, dans le Suffolk. J'étais aviateur chargé de la sécurité. J'assurais la sécurité à la base de la Royal Air Force de Woodbridge pendant une période tendue de la guerre froide. Mes collègues ont appelé à la radio et à leur voix, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il fallait vérifier qu'un portail était bien fermé. Le radar avait signalé un objectif non identifié, environ un quart d'heure plus tôt. De toute évidence, c'était un avion qui s'était écrasé. C'était l'explication la plus logique. Donc on est allé voir sur place à un endroit où il y avait de la lumière dans les bois. On avait l'impression que la forêt luisait en blanc. J'ai même dit que ça ressemblait à une décoration de Noël avec les lumières qui clignotaient. Mais quand on est arrivé à la lisière, tout a changé. Ça n'était pas un avion. Il n'y avait rien. Pas d'odeur de carburant en train de brûler, pas de bruit, pas d'incendie. Et bizarrement, la radio ne fonctionnait plus. Quelque chose a poussé un cri perçant, de surprise ou d'énervement.
Jusqu'à ce moment-là, on avait cru à un accident d'avion. Mais il s'avérait que c'était un problème de sécurité. Plein d'animaux s'enfuyaient. C'était très bizarre. Je me suis dit qu'on était dans le pétrin. Je n'avais jamais été confronté à une situation pareille. Et j'avais peur. Il y a eu un éclair lumineux, aveuglant. Quand je me suis relevé, j'ai vu un engin de forme triangulaire à une 8aine de mètres devant moi. J'étais vraiment perplexe. En m'approchant, j'ai senti de l'électricité parcourir mes vêtements, ma peau, mes cheveux. On aurait dit du verre noir très brillant. Et le revêtement de l'engin était traversé de couleurs. Des petites boules bleues et oranges. Je cherchais l'habitacle, les entrées d'air, les échappements. L'engin n'était pas aérodynamique, il n'avait pas de volet. En fait, il n'avait aucun des équipements qui permettent normalement à un avion de voler. En marchant à côté, je l'ai mesuré. Il faisait environ 2,70 m et à peu près 2 mètres de haut. Quand j'ai commencé à faire le tour, j'ai repéré une espèce d'écriture. Je me suis dit, super, il va y avoir inscrit US Air Force ou NASA. Mais à ma grande déception, ça ressemblait plutôt à des caractères, des pictogrammes. J'étais en plein mystère. Ces caractères s'étalaient sur 1 mètre et ils mesuraient 12 à 15 cm de haut. J'ai passé la main dessus et ça ressemblait à du papier de verre tellement c'était rugueux. Au-dessus, il y avait un cercle avec un triangle à l'intérieur et je l'ai touché aussi. Je ne voyais plus que cette lumière blanche. Son intensité s'est maintenue le temps du contact. Et en un clin d'œil, l'engin est parti. Mais il n'y a eu ni déplacement d'air, ni bruit, et un avion ne peut pas voler comme ça. D'où sortait une technologie pareille? J'étais abasourdi. Qu'est-ce qui venait de m'arriver? Là-haut, il est là-haut. Il a foncé au-dessus des arbres. On l'a suivi en pensant qu'il allait se poser plus loin. Mais dès qu'on avait l'impression de s'approcher, il s'éloignait. On ne savait pas ce que c'était. Patrouille 1 au rapport. Reçu. On rentre à pied. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est parti vers la côte. On était vraiment stupéfaits. John et moi, on s'est demandé comment expliquer ça aux autres. Comment leur raconter tout ce qu'on avait vu. Qu'est-ce que tu dessines? Ce qu'on a vu. J'ai pas vu ça. Quoi? Tu étais là pourtant. C'était pas ça. À partir du moment où on est tombé par terre, les souvenirs de Jim et les miens ne sont plus les mêmes. J'ai vu un objet rouge et ovale qui ressemblait à un soleil. Il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où je suis tombé et celui où l'objet est reparti. Mais je n'ai pas vu Jim en faire le tour. Je ne peux pas donner d'explication rationnelle à ce que j'ai vu.
En retournant à la tour d'Eastgate, on n'a rien dit. Rien. C'est à quelle heure? Moins le quart. En arrivant, on a eu l'impression d'avoir été en patrouille pendant seulement 45 à 50 minutes, alors que ça faisait presque 2h30. J'ai essayé de me convaincre que cet écart était dû à l'adrénaline, mais sans succès. On voulait inspecter le périmètre pour y voir plus clair. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Combien? 2,70. Je voulais savoir. Témoins d'un phénomène étrange en forêt de Rendlesham, Jim Penniston et John Burroughs souffrent d'un décalage temporel et leurs souvenirs ne coïncident pas. J'ignorais ce que c'était. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil auparavant. Après avoir fait notre rapport, on est retourné sur place en plein jour. Dans la matinée du 26, on y est retourné. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Mais il fallait trouver des preuves, des éléments concrets permettant de dire que c'était bien arrivé. Combien? 2,70. Il y avait 3 traces qui formaient un triangle équilatéral. C'était la zone d'atterrissage. Les branches cassées au sol et le feuillage abîmé en hauteur abondaient dans notre sens. On se demandait quel matériel, militaire ou autre, avait pu faire tout ça. On s'entraînait sans arrêt à reconnaître les avions. Ceux des soviétiques, du pacte de Varsovie ou des Chinois, pour pouvoir les identifier instantanément grâce à leur silhouette. Mais ce qu'on avait vu ne correspondait à aucun des aéronefs qu'on m'avait montrés. Là-haut! Il est là-haut! Je ne sais pas ce qu'on a vu, mais aucun avion militaire n'aurait pu faire la même chose. Nick Pope a été ufologue auprès du ministère britannique de la Défense. Décembre 1980 a été marqué par des tensions internationales inouïes. Parce que l'URSS et les forces du pacte de Varsovie se montraient menaçantes. J'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un aéronef soviétique, un avion espion ou un drone, et que les symboles étranges que Jim Penniston avait vus étaient peut-être en cyrillique. Je savais que ça n'était pas un avion soviétique. Les caractères étaient déroutants. Ils m'étaient totalement inconnus. Ce qui y ressemblait le plus, c'était peut-être les caractères égyptiens. Peut-être. Il y a longtemps que l'armée américaine utilise des aéronefs ultra secrets à la forme parfois surprenante, comme l'explique Scott Miller, professeur d'ingénierie aérospatiale. Beaucoup d'appareils furtifs ont la forme d'une aile delta. C'est très fréquent. Et leurs feux sont généralement placés aux extrémités de l'avion, ce qui peut lui donner une allure très étrange. Et l'utilisation de moyens permettant de diminuer la signature radar a commencé pendant la guerre froide.
Le U-2 a subi plusieurs transformations pour devenir plus furtif. Le SR-71 Blackbird existait dans une version baptisée A12, mise à la disposition de la CIA, qui avait une peinture très sombre. Sa signature radar et infrarouge était nettement réduite, et il a dû faire une drôle d'impression à ceux qui l'ont vu de nuit. Sauf que ce truc ne s'est pas comporté comme un avion. Pas de bruit de moteur. Pas de bruit du tout. Un avion ne peut pas voler comme ça. C'était une technologie très en pointe, bien au-delà de ce qu'on pouvait fabriquer. Je me suis couché, mais je n'arrivais pas à dormir. Impossible de me sortir ces 1 et ces 0 de la tête. Dès que je fermais les yeux, je les voyais. Du coup, je me suis levé, j'ai pris le calepin que j'avais avec moi cette nuit-là et j'ai commencé à le feuilleter. Comme je voyais toujours des 0 et des 1, je me suis dit que je pouvais les noter. Et plus j'écrivais, mieux je me sentais. Mais je n'osais en parler à personne. Franchement, est-ce que je pouvais parler de ces chiffres à mes supérieurs? Ils auraient cru que j'avais disjoncté, et ça aurait mis fin à ma carrière. Donc j'ai rangé le calepin. Si Jim Penniston essaie d'oublier ces événements, John Burroughs, lui, tente d'en savoir plus. Plus tard, il retourne dans la forêt de Rendlesham avec d'autres aviateurs commandés par le colonel Charles Holt. Ça bougeait près de Woodbridge. Le soldat de garde a vu des lumières étranges dans les bois. Et le colonel Holt a été désigné pour conduire un groupe de gars chargés de tirer l'affaire au clair. Le colonel était le second du commandant de la base où se trouvait le 81e escadron de chasse tactique, le numéro 2 de la base. Je voulais savoir si c'était revenu, de quoi il s'agissait, et je cherchais une explication rationnelle. Le colonel Holt avait un petit magnétophone, et il a enregistré les descriptions de ce qu'il voyait. On dirait qu'il palpite. Il y avait des lumières bizarres, dont 2 qui volaient en faisant une sorte de quadrillage. Tout à coup, devant nous, on a vu une lumière bleue transparente s'approcher à toute vitesse. Après, un objet blanc est apparu au-dessus. Il est descendu et il a attendu non loin. J'ai demandé la permission de m'approcher pour mieux voir. Ouais, vous aussi. Au fur et à mesure qu'on avançait, la chose semblait s'approcher. Le sergent Bastenza était à ma droite, mais il est tombé. Il m'a vu entrer dans la lumière et disparaître. Il a vu la lumière exploser, et je suis resté introuvable pendant plusieurs minutes. Aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens seulement que la chose a disparu. John? Il voulait savoir. C'était quoi? John?